Elle a marché droit vers moi, devant toute la salle de gala de l'université, puis elle a éclaté de rire. J'étais là, en costume de location, un bouquet à la main, entouré de téléphones et de chuchotements. Elle m'a pointé du doigt comme si j'étais un spectacle de foire. « Tu croyais vraiment que je t'aimais » a-t-elle lâché avec mépris. C'est là que j'ai compris, tout ça n'était qu'un pari. Un jeu cruel. Et tout le monde était complice sauf moi. Moi, le seul étudiant avec une paralysie cérébrale sur le campus. Je suis né avec une paralysie cérébrale. Dès le premier jour, j'étais un problème aux yeux de mes parents. Pas une bénédiction. Pas un défi. Juste une erreur qu'ils n'ont jamais cessé de regretter. Un jour, ma mère a dit à une voisine pensant que je n'écoutais pas que certains enfants naissent simplement de travers. Mon père, lui, ne me parlait presque jamais, sauf pour me rappeler combien les séances de kiné coûtaient cher. J'ai grandi dans le silence, au milieu du vacarme. À l'école, c'était pire. Les enfants ne cachent pas leur cruauté, ils en font une médaille. Ma façon de marcher, de parler, même de tenir un stylo, faisait de moi une cible. J'ai essayé de me fondre dans la masse, mais mon corps me trahissait constamment. Au lycée, j'avais abandonné l'idée de me faire des amis. Je déjeunais seul. La seule attention que je recevais venait de ceux qui voulaient me filmer pour se moquer. Un jour, quelqu'un a glissé un mot dans mon casier, « Tu devrais juste disparaître ». Je ne l'ai jamais dit à mes parents. Ils s'en seraient moqués. L'université devait être mon nouveau départ. De nouvelles personnes. Un nouveau regard. Mais les regards insistants ne se sont jamais arrêtés. Les murmures non plus. Je savais où était ma place, en arrière-plan du récit des autres. Et pourtant, je l'ai remarqué, elle. Elle s'appelait Élise. Cheveux roux, rire éclatant, cette confiance en elle qui attire tous les regards. On partageait 2 cours ensemble. Moi, toujours au fond de la salle. Elle, au centre. Elle ne m'avait jamais adressé un regard. Mais moi, je l'observais pas de manière malsaine, juste en me demandant ce que ça ferait, qu'une fille comme ça dise simplement mon prénom. Puis, un après-midi, tout a changé. J'étais à la BU, casque sur les oreilles, faisant semblant de réviser. Elle est venue droit vers moi. D'abord, j'ai cru qu'elle cherchait un livre ou un renseignement. Mais elle a dit « Salut, je t'ai déjà vu quelque part. » Moi c'est Élise. Je suis resté figé. Incapable d'articuler le moindre mot. Elle a ri pas méchamment, plutôt nerveusement. « Je peux m'asseoir ?» On a parlé. 2 heures. De tout et de rien. Elle m'a posé des questions. A rigolé à mes blagues sèches. Elle s'est comportée comme si je n'étais pas un poids. Le lendemain, elle est revenue me voir. Même sourire. Même aisance naturelle. À la fin de la semaine, elle m'appelait son binôme de révision. Et puis, elle m'a proposé un rendez-vous. « Tu viens avec moi au bal du printemps ?» a-t-elle lancé comme si c'était la chose la plus normale du monde. J'ai eu le souffle coupé. J'ai dit oui. On a commencé à sortir ensemble. Du moins, c'est ce que je croyais. 2 semaines de textos, de café, de révision ensemble. Pour la première fois de ma vie, je me sentais choisi. Mais j'aurais dû me méfier. Car c'est ce soir-là, au bal du printemps, que tout s'est effondré. Et je n'ai rien vu venir. J'ai passé 2 heures à me préparer pour le bal du printemps. Mon coloc m'a aidé à nouer ma cravate. Il n'a pas dit grand-chose, juste un pouce levé et un demi-sourire quand je lui ai dit avec qui j'y allais. Tout le monde connaissait Élise. Je suis arrivé en avance. J'avais acheté des fleurs pour elle. Des roses parce qu'elle m'avait dit, pendant un de nos cafés, que c'était ses préférés. J'attendais près de l'entrée, comme on l'avait convenu. Les invités arrivaient par vagues. Rire, talons qui claquent, flash d'appareil. Je restais là, les fleurs à la main, scrutant chaque visage. 15 minutes sont passées. Puis 30. Je lui ai envoyé un message, « Je suis là ». Elle n'a pas répondu. Puis j'ai entendu son prénom dans une conversation. Je me suis retourné. Elle était déjà à l'intérieur. Robe argentée moulante, entourée de sa bande d'amis. Elle ne me cherchait pas du regard. Elle riait à fort, téléphone en main, pointant quelque chose. Quelqu'un. Moi. Je suis entré dans la salle, toujours avec les fleurs.
Elle s'est tournée vers moi. Son sourire s'est élargi, pas de bonheur, non. Quelque chose de glacial. Elle a donné un coup de coude à sa copine, puis a lancé « le voilà ». Un silence relatif s'est installé. Les têtes se sont tournées. Les téléphones aussi. J'ai continué d'avancer, essayant de me convaincre que c'était juste un malentendu. Elle s'est approchée de moi, ses talons frappant le sol comme des coups de feu. « Waouh » a-t-elle dit, en traînant sur la syllabe. « T'es vraiment venu ?» J'ai cligné des yeux. Bien sûr. On avait dit 19 h, non? Et là, elle a éclaté de rire. Sec. Méchant. Puis d'autres rires ont suivi, derrière elle. Une de ses copines est venue applaudir ironiquement. 2 semaines complètes, Élise. On pensait que tu tiendrais pas plus de 3 jours. Élise s'est tournée vers moi. Tu pensais vraiment que c'était sérieux, a-t-elle lancé, sa voix dégoulinant de faux remords. Allons. Moi? Toi? Tigrec a cru. Je ne pouvais plus bouger. Mes mains étaient engourdies. Les fleurs sont tombées au sol. Derrière elle, quelqu'un a murmuré, il a vraiment apporté des fleurs? Suivi d'un éclat de rire collectif. Élise a croisé les bras. C'était un pari. Un pari débile, ok? Mes potes disaient que je tiendrais pas à sortir avec toi pendant 2 semaines. T'étais la cible la plus facile du campus. Quelques « oh » se sont fait entendre. Pas de choc face à la cruauté. Juste parce qu'elle l'avait dit à voix haute. Et moi, je suis resté planté là, tous mes muscles figés. Un type derrière elle a gloussé, t'as filmé, hein? Je me suis tourné lentement. La moitié de la salle avait leur téléphone levé. Alors j'ai fait demi-tour. Pas en courant. En marchant. Chaque pas résonnait plus fort que le précédent. Personne n'a essayé de m'arrêter. Ni elle. Ni les autres. Quand je suis arrivé dans le couloir, mes jambes tremblaient. Je n'ai même pas réussi à sortir du bâtiment. Je me suis affalé sur le banc près des distributeurs. C'est là que les agents de sécurité m'ont trouvé 10 minutes plus tard. « Ça va ?» a demandé l'un d'eux. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Parce qu'au fond, je savais déjà, ce n'était pas juste de l'humiliation. C'était une cicatrice que je porterais toute ma vie. Je ne suis pas allé en cours pendant 1 semaine. J'ai éteint mon téléphone. Tiré les rideaux. Sauté des repas. Je savais que le campus bouillonnait. Les vidéos circulaient déjà. Des titres comme « Blague cruelle sur un étudiant handicapé » ou « Elle l'a utilisé pour un pari ». Certains me défendaient en commentaire. Mais la plupart se moquaient. D'autres se demandaient même si je n'étais pas complice. Mon nom était partout et moi, je voulais juste disparaître. Mais rien ne m'a fait plus mal que le silence de mes parents. Je savais qu'ils avaient vu la vidéo. Ma mère avait un compte Facebook. Elle suivait la page des événements de l'université. Et pourtant rien. Pas un appel. Pas un « comment tu vas ?» Même pas un « on te l'avait dit ». Le seul message que j'ai reçu venait de mon père. Ne ramène pas cette honte à la maison. Tes choix, ton problème. Quelque chose s'est brisé en moi. Mais le pire, c'est que je pensais encore à Élise. Pas avec espoir. Non. Mais sa voix me hantait. Son rire. La façon dont elle me tenait la main à la BU, en jouant avec un stylo, comme si elle se souciait. Je n'arrivais pas à comprendre. 2 semaines d'attention. 2 semaines de gestes, de messages, de rires, pourquoi? Un pari? Une blague? Mon coloc m'a finalement sorti du lit. Il n'a rien dit, juste posé mon sweat sur moi et désigné la porte du menton. Je l'ai suivi, comme un fantôme. On a marché jusqu'aux rues. Il était tard. Presque vide. Et là, elle est entrée. Élise. Seule. Elle m'a vu. Elle s'est arrêtée. Puis elle a marché droit vers notre table, comme si de rien n'était. « Salut » a-t-elle lancé, calme, comme si elle n'avait pas réduit ma vie en miettes devant des centaines de personnes. Je n'ai pas répondu. Elle s'est déplacée, mal à l'aise. « Écoute, je voulais juste dire, désolé, je suppose. » Je l'ai fixée. « Ça a dérapé » a-t-elle ajouté. « Ça devait pas prendre cette ampleur. »
Mon coloc m'a regardé, attendant une réaction. J'ai toujours rien dit. Je pensais pas que ça serait filmé, a-t-elle continué. Je croyais que ce serait drôle, c'est tout. Drôle. Je me suis penché lentement. Pourquoi moi? Elle a cligné des yeux. Quoi? Pourquoi? Moi. Elle a hésité. Puis haussé les épaules. Parce que t'étais facile. Tu semblais seul. Silencieux. Sans danger. Sans danger. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Je voulais pas te faire du mal, a-t-elle murmuré. C'est juste, arrivé. Je me suis levé. Ne me parle plus jamais, ai-je dit, assez fort pour que les quelques personnes dans la salle entendent. Elle est restée figée. Peut-être parce que je ne criais pas. Peut-être parce que, pour la première fois, je la regardais droit dans les yeux. Je suis sorti. Et cette fois, je ne me suis pas écroulé. Je n'ai pas pleuré. Je suis retourné à ma chambre, j'ai fermé la porte à clé, et j'ai commencé à faire mes valises. Je devais partir. Pas de la fac, juste de cet endroit où je m'étais caché. J'ai demandé un changement de chambre. J'ai dit au service handicap que je ne pouvais plus rester là pour des raisons de sécurité. Ils n'ont même pas posé de questions. 2 jours plus tard, j'étais à l'autre bout du campus. Là, personne ne me connaissait. Et c'est là que j'ai pris une décision. Je n'allais pas disparaître. Pas cette fois. Je ne voulais pas me venger. Du moins, pas au début. Je voulais juste exister sans être la blague de quelqu'un. Mais la douleur, elle change les gens. Elle vous durcit. Vous rend plus froid. Plus lucide. J'ai recommencé à aller en cours un autre chemin, une capuche tirée sur la tête. Je ne croisais plus les regards. Plus de sourires, plus de bavardage. Juste des notes, des cours, du silence. Mais un jour, un truc inattendu s'est produit. Un de mes profs, Monsieur Laramie, un type discret qui gérait le labo de recherche, m'a pris à part à la fin du cours. J'ai vu la vidéo, il a dit. J'ai vu ce qu'ils t'ont fait. Je me suis tendu. Tu méritais pas ça, il a ajouté simplement. Si t'as besoin de t'occuper l'esprit, j'ai une place pour toi au labo. Ce labo m'a sauvé. Pendant 1 mois, je me suis noyé dans le code, les données, les nuits blanches. J'ai reconstruit mon esprit, molécule par molécule. Je me fichais de ce que disaient les autres. Je ne lisais plus les commentaires. Je n'allais plus sur les réseaux. Mais j'avais pas oublié. Et puis, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Élise n'avait plus la même aura sur le campus. Les regards sur elle étaient différents. Ses amis se faisaient plus rares. Un après-midi, à la bibliothèque à notre ancienne table, j'ai surpris 2 filles qui chuchotaient. Son stage a sauté. Ouais, la boîte a vu la vidéo. Elle dit que c'est pas de sa faute, mais bon. Je n'ai pas souri. Mais je n'ai pas eu pitié non plus. Puis j'ai reçu un mail. Une étudiante en journalisme. Elle préparait un article sur la cruauté numérique. Elle voulait ma version. J'ai hésité. Un jour entier. Puis j'ai dit oui. On s'est retrouvés dans une salle calme du bâtiment de lettres. Elle a appuyé sur enregistrer, et j'ai tout raconté sans haine, sans mise en scène. Juste les faits. Quand l'article est sorti 2 semaines plus tard, il est devenu viral. Pas parce que je l'avais voulu. Mais à cause du titre. Il pensait que c'était de l'amour. Pour elle, c'était un pari. Le nom d'Élise n'y figurait pas, mais tout le monde savait. Je m'attendais à ce que ça explose. Au contraire, j'ai reçu des dizaines de mails. D'étudiants. De profs. Même d'inconnus. Des messages comme « Merci d'avoir partagé ça. Mon frère a une paralysie cérébrale. Tu lui as donné du courage. Je suis désolé pour ce que t'as vécu. Je n'étais pas habitué à la gentillesse. Je ne lui faisais pas confiance. Mais ça a commencé à fissurer le mur autour de moi. Et c'est là que le vrai retournement est arrivé. Élise m'a envoyé une lettre. Écrite à la main. Glissée sous ma porte. 3 pages. Aucune excuse bidon. Une confession détaillée. Elle a tout avoué. Donné des noms. Elle a expliqué que le pari venait de sa coloc. Qu'elle avait voulu abandonner,
mais qu'elle ne voulait pas avoir l'air faible. À la fin, elle a écrit. Je ne demande pas ton pardon. Je veux juste que tu saches que je vois enfin ce que j'ai fait. Et je déteste la personne que j'étais. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans un tiroir. Je ne lui ai pas pardonné. Mais je ne l'ai pas jetée non plus. Parce qu'au fond, je savais, l'histoire n'était pas finie. Les vacances de printemps sont arrivées. Le campus s'est vidé, mais moi, je suis resté. J'avais aucun plan, nulle part où aller. Mes parents ne m'avaient pas parlé depuis presque un an. Depuis la vidéo. Depuis qu'ils avaient décidé que mon humiliation m'appartenait. Et puis, sans prévenir, mon téléphone a vibré. Message de mon père, on est en ville. On peut se voir? Je suis resté figé 10 minutes. Mon premier réflexe a été de supprimer le message. Mais la curiosité, ou peut-être un reste d'espoir cabossé, m'a poussé à répondre « Où ?» Ils ont proposé un petit bistrot pas loin du campus. J'y suis allé avec 30 minutes de retard, volontairement. Ils étaient déjà assis. Ma mère avait l'air plus vieille. Fatiguée. Mon père, lui, juste mal à l'aise. Aucun des deux ne s'est levé quand je suis arrivé. Je ne me suis pas assis. Je suis resté debout, face à la table, à attendre qu'il parle. Ma mère a commencé. On a lu l'article. Je n'ai rien répondu. On ne savait pas que c'était si grave, a-t-elle dit à voix basse. On ne comprenait pas. Mon père a ajouté, il faut comprendre notre point de vue. On pensait que tu exagérais. Qu'il s'agissait juste d'attirer l'attention. Ça m'a frappé comme une gifle. Encore. C'est censé être des excuses, j'ai demandé. Ils se sont regardés. On veut juste réparer les choses, a dit ma mère avec prudence. Tu t'en sors bien, maintenant. Ton professeur a appelé. Il a dit que tu faisais partie des meilleurs du labo. Voilà. On y était. Laissez-moi deviner, j'ai dit. Maintenant que je suis devenu quelqu'un dont on peut être fier, vous voulez revenir dans l'histoire. Silence. On a fait des erreurs, a marmonné mon père. Mais tu restes notre fils. Non, j'ai répondu. J'étais votre fils quand j'avais besoin de vous. Maintenant, je ne suis qu'un nom à nettoyer. Vous ne m'avez pas protégé quand ça comptait. Vous ne m'avez même pas appelé quand cette vidéo est sortie. Les yeux de ma mère se sont embués. On avait honte. Moi, j'ai été humilié. Vous avez juste gardé le silence. Ils m'ont demandé de m'asseoir. Je ne l'ai pas fait. Je suis parti. Ce soir-là, je suis resté dehors, devant ma résidence, dans le froid. 1 heure. Sans penser. Juste à respirer. Et j'ai pris une nouvelle décision. Si je devais continuer à vivre, à avancer, ce ne serait pas comme le garçon qu'on plaint. Ni comme celui qu'on réduit à une vidéo. Je voulais reprendre le contrôle de mon histoire. J'ai envoyé ma candidature pour intervenir à la prochaine conférence TEDx de l'université. Titre, la cruauté des attentes. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un mail d'acceptation. Je n'ai pas dormi la veille de la conférence TEDx. Mes mains tremblaient pas à cause de ma paralysie, non, mais à cause d'autre chose. La peur. Pas celle de parler. Celle d'être vu. On m'avait donné 10 minutes. J'avais passé 2 semaines à écrire mon discours. Et puis, la veille, je l'ai jeté. Et j'en ai écrit un nouveau. Parce que ce n'était plus une simple histoire. C'était moi. L'amphithéâtre était plein. Étudiants. Professeurs. Inconnus. Quelques caméras. Des projecteurs si puissants que je ne voyais que des silhouettes. Je suis monté sur ce cercle rouge. Mes genoux ont failli lâcher. Mais je suis resté debout. Le silence s'est installé. J'ai regardé droit devant et j'ai dit. Je suis né cassé. C'est ce qu'on m'a toujours fait sentir. On ne l'a jamais dit avec des mots. Mais je l'ai vu dans les regards. Silence. Le genre qui écoute. J'ai une paralysie cérébrale. Ce n'est pas une tragédie. Ce qui est tragique, c'est la manière dont on traite ceux qui ne rentrent pas dans la norme. J'ai parlé du harcèlement. Du silence chez moi. d'Élise. Sans jamais dire son prénom. Je croyais qu'une fille m'aimait, elle soufflait.
En réalité, j'étais un pari. Un jeu. Des murmures choqués. Certains dans la salle savaient déjà. Mais entendre l'histoire de ma bouche, c'était différent. Mais voilà ce qu'ils n'avaient pas prévu. Je suis encore là. Pause. Laissez infuser. Ils pensaient que l'humiliation allait me briser. Ils se sont trompés. Je ne veux pas votre pitié. Je veux que vous reteniez une chose, être traité comme si on ne comptait pas ne veut pas dire que c'est vrai. Quand j'ai terminé, la salle est restée muette une seconde. J'ai cru qu'ils avaient détesté. Puis c'est venu lentement d'abord, puis comme une vague. Des applaudissements. Les gens se sont levés. Je ne me souviens pas avoir quitté la scène. Je me rappelle seulement de la première fille qui m'a abordé. Elle avait les larmes aux yeux. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste pris dans ses bras. Puis un garçon. Merci, il m'a dit. Tu as mis des mots sur ce que je n'ai jamais su dire. Ça n'a pas cessé. Étudiants. Enseignants. Même des gens du quartier venus assister à l'événement. Une fille m'a dit que son frère, lui aussi en situation de handicap, ne sortait plus de chez lui. Elle m'a promis de lui montrer la vidéo. C'est là que j'ai compris, ce qu'Élise m'avait fait, ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début. 2 jours après la conférence TEDx, ma boîte mail a explosé. Des messages d'étudiants, d'anciens élèves, même d'un type qui animait un podcast local. Mais un mail a attiré mon attention plus que les autres. Objet, nous aimerions vous rencontrer de la part de Stanford. J'ai cru à un spam. Puis j'ai lu la signature. Dr Melissa Grant, département de psychologie et développement humain, Université de Stanford. Elle avait vu la vidéo. Elle voulait discuter d'un programme sur l'inclusion du handicap et le leadership par le récit. J'ai relu le mail 5 fois. Puis j'ai répondu. On a fixé un appel Zoom pour le vendredi suivant. J'ai sorti ma seule chemise habillée, la même que j'avais achetée pour le bal du printemps. Elle était chaleureuse, directe, professionnelle. Elle m'a dit que mon discours avait de la force, de la clarté, et une douleur vraie, le genre de voix qu'on écoute vraiment. Puis elle a lâché la bombe. On aimerait vous inviter à intervenir sur notre campus. Peut-être même collaborer avec notre département pour concevoir des modules. J'ai cligné des yeux. Je suis encore étudiant, ai-je balbutié. Elle a souri. La plupart des gens qui changent le monde l'étaient aussi. Je n'ai pas donné ma réponse tout de suite. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Après l'appel, je suis resté assis à mon bureau, fixant le mur. Moi. Le gamin cassé. Le fantôme qui fuyait les couloirs. Celui que ses propres parents n'ont jamais pu aimer sans soupirer. Stanford me tendait la main. Je n'en ai parlé à personne. Pas encore. Mais à l'intérieur, un déclic s'est produit. Je me suis mis à marcher différemment sur le campus. Pas avec arrogance, juste avec assurance. Comme si, pour une fois, j'avais le droit d'être là. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai recroisé Élise. Au resto U. Elle était seule. Sans maquillage. Capuche remontée. Aucune trace de son entourage habituel. Elle paraissait plus petite. Pas physiquement. Juste diminuée. Elle m'a vu. A hésité. Puis elle s'est levée et est venue vers moi. « Salut » a-t-elle murmuré. « Je peux m'asseoir » J'ai hoché la tête. Elle s'est installée lentement. A regardé ses mains. Puis moi. « Je vais en thérapie » elle a dit. C'est imposé par l'université. Je n'ai rien dit. Ils m'ont retiré ma bourse. Mon stage aussi. Et certains amis. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je l'ai mérité. Je le sais. Et là, elle a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a sorti un papier plié, qu'elle a posé devant moi. J'ai écrit quelque chose pour toi. Tu n'es pas obligé de le lire. J'avais juste besoin que tu l'aies. J'ai pris la feuille, hoché la tête et me suis levé. Avant de partir, j'ai dit une seule chose. Je ne te déteste pas. Mais je ne te dois rien. Elle n'a pas répondu. Je suis parti. Ce soir-là, j'ai lu la lettre. 2 fois. C'était sincère. Brutal.
rempli de culpabilité et de regret. Mais je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai ressenti de la paix. Pas parce qu'elle souffrait. Parce que moi, je ne souffrais plus. 3 semaines après la conférence TEDx, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres du campus. Pas de nom. Pas d'expéditeur. Juste mon prénom, écrit à la main, d'une écriture tremblante. J'ai failli la jeter, pensant à une autre moquerie. Mais quelque chose dans l'écriture m'a retenu. À l'intérieur, une seule page. Pas de salutation. Pas de signature. Juste ça. J'étais là, le soir du bal. Je savais pour le pari. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas ri. Mais j'ai regardé. Et ça me rend tout aussi coupable. J'y pense encore. 1000 fois. Je voulais t'écrire bien avant. Mais je pensais ne pas en avoir le droit. Mais après avoir vu ton discours, je ne pouvais plus me taire. Tu as changé quelque chose en moi. Je ne demande rien. Je veux juste que tu saches, quelqu'un se souvient. Quelqu'un est désolé. Cette lettre m'a bouleversé bien plus que celle d'Élise. Parce qu'elle venait de l'ombre d'une personne qui avait choisi le silence, et qui venait enfin de le briser. Je suis resté assis dans le café du campus, la lettre entre les mains, à la relire encore et encore. Quelqu'un savait. Et j'étais peut-être passé 100 fois à côté d'elle. Peut-être que je m'étais assis à côté. Peut-être qu'elle m'avait croisé dans un couloir. Je ne savais pas si c'était un homme, une femme. Je ne savais rien. Mais cette lettre prouvait une chose. Les gens me voyaient, bien avant la vidéo. Et ils avaient choisi de se taire. Je n'étais pas en colère. J'étais lucide. C'est ça qu'on ne vous dit pas sur le traumatisme. Il ne vit pas seulement dans les grands événements. Il vit dans tous les silences qui ont suivi. Mais ce soir-là, il s'est passé autre chose. J'ai collé la lettre dans mon carnet. Juste à côté de l'acceptation TEDx. Juste en dessous de l'affiche du labo de recherche. Je construisais un mur pas pour repousser les autres. Mais pour me rappeler d'où je venais. 2 jours plus tard, Stanford m'a réécrit. Cette fois, ce n'était pas pour un discours. Il m'offrait une résidence de recherche d'1 an. Avec bourse. Logement. Soutien total. Je suis resté figé devant l'écran. J'ai relu les mots encore et encore. Et puis, j'ai souri. Un vrai sourire. J'ai pensé à mes parents, encore enfermés dans leur silence confortable. À Élise, errant seule dans les couloirs. À la personne anonyme qui avait enfin parlé. Et j'ai pensé à moi, à celui que j'étais, seul, dans cette salle de bal, tenant des roses roses, pendant que tout le monde riait. Il n'avait pas disparu. Il s'était transformé. J'ai cliqué sur « Répondre ». Et j'ai écrit une seule phrase. J'accepte. La nouvelle s'est répandue vite. Un stagiaire du bureau du handicap a posté une photo de moi avec une légende. D'un étudiant harcelé à résident-chercheur à Stanford fier de le connaître. En 24 heures, ma messagerie a explosé. Des demandes. Des messages. Et puis, une notification inattendue. Un numéro que j'avais supprimé depuis longtemps. Ma mère, on a vu l'annonce. On est fier de toi. On peut parler ? Cette fois, je n'ai pas ignoré. Je lui ai proposé un café, dans un endroit neutre. Pas chez moi. Pas chez eux. Elle est arrivée en avance. Mon père, 5 minutes plus tard. Pas de sourire. Pas de faux semblant. Juste un silence inconfortable. Ils se sont assis en face de moi. Ma mère tenait une pochette sur ses genoux. Mon père avait l'air ailleurs. On a entendu pour Stanford, dit-elle. C'est incroyable. J'ai attendu. Elle a posé la pochette sur la table et l'a fait glisser vers moi. On a pensé que tu devrais avoir ça. Je l'ai ouverte. Des photos d'enfance. Des dessins que j'avais faits. Des bilans médicaux. Et une lettre. Écrite par mon institutrice de primaire. Datée de plusieurs années. Elle disait. Il a des difficultés à se faire des amis, mais il y a en lui une vraie lumière. Ne l'ignorez pas. J'ai levé les yeux. Les yeux de ma mère étaient humides. On n'a pas été de bons parents,
a-t-elle murmuré. On ne savait pas comment élever un enfant qui avait besoin de plus que des vêtements et des repas. Je n'ai rien dit. Mais tu dois savoir, a-t-elle ajouté, que la nuit du bal, on a vu la vidéo. Et on était horrifiés. On ne savait juste pas comment t'appeler. Vous n'aviez pas besoin de savoir comment, ai-je répondu. Il suffisait de le faire. Mon père a enfin ouvert la bouche. On avait honte, a-t-il lâché. On s'est sentis, comme des ratés. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous n'avez pas échoué à cause de ce qu'Élise m'a fait. Vous avez échoué parce que vous m'avez appris à souffrir seul. C'était net. Il a baissé les yeux. Je ne suis pas là pour des excuses, ai-je ajouté. Je voulais juste que vous voyiez ce que ça donne, quelqu'un qui survit sans vous. Silence. Je me suis levé. Je pars en Californie dans 3 semaines. Je ne sais pas si on se reverra. Ma mère s'est levée à son tour, précipitée. On peut au moins venir te dire au revoir? J'ai marqué une pause. Peut-être, ai-je dit. Si c'est pour moi. Pas pour vous. Ils ont acquiescé. Je suis sorti. Dehors, je ne ressentais ni colère, ni triomphe. Juste de l'espace propre, vaste, respirable. J'ai levé les yeux vers le ciel. Nuageux. Silencieux. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti libre. 3 semaines plus tard, j'étais à la porte d'embarquement 47. Valise en main. Carte d'embarquement entre les doigts. L'aéroport bourdonnait. Annonce, enfant qui pleure, roulette de bagages sur le carrelage. Mais à l'intérieur de moi, c'était calme. Clair. J'allais laisser derrière moi tout se passer, la résidence étudiante, les couloirs où on se moquait de moi, la BU où j'étais tombé dans le piège. Même le labo, qui pourtant m'avait reconstruit. La Californie m'attendait. Une nouvelle ville. Une page blanche. Alors que mon groupe d'embarquement était appelé, j'ai senti une main toucher doucement mon épaule. Je me suis retourné. C'était Élise. Elle avait l'air différente. Plus vieille, d'une certaine manière. Pas de maquillage. Les yeux rouges. Elle tenait quelque chose dans sa main, la rose que j'avais laissée tomber le soir du bal. Séchée. Aplatie. Encadrée sous verre. Je l'ai gardée depuis des semaines, a-t-elle dit. Je n'arrivais pas à la jeter. Ça me paraissait mal. Je l'ai regardée. Puis la rose. Je ne suis pas venu pour supplier, a-t-elle ajouté. Je voulais juste que tu saches, tu m'as changé. Je ne m'attends pas à ce que tu me crois. Mais je recommence moi aussi. Et ça a commencé quand tu m'as dit non. J'ai hoché la tête. Tant mieux. Elle a tendu le cadre. Tu veux la reprendre? J'ai fixé la rose. Puis j'ai secoué la tête. Non. Garde-la. Tu auras plus besoin de ce rappel que moi. Ses yeux se sont embués, mais elle n'a rien dit. Alors que je m'éloignais vers la porte d'embarquement, elle a lancé. Tu méritais mieux. J'espère que tu le trouveras. Je ne me suis pas retourné. Je suis monté dans l'avion. J'ai pris ma place côté hublot. Et quand l'appareil a décollé, j'ai regardé le sol s'éloigner, les lumières minuscules se perdre dans les nuages. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai juste respiré. Parce que c'était ça, la vraie victoire. Pas Stanford. Pas la conférence. Le fait que je ne regardais plus derrière moi. Le fait que je pouvais enfin imaginer un avenir pas construit sur la pitié, la colère ou la douleur. Juste sur la possibilité. Et avant de fermer les yeux, je me suis posé une question que je n'avais jamais osé formuler. Et si rien de tout cela n'était arrivé? Est-ce que j'aurais quand même trouvé la force de devenir celui que je suis aujourd'hui? Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place?